Bonjour à tous, bienvenue dans Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Aujourd'hui, c'est Olivia Boisson qui est avec moi. Olivia, bonjour. Bonjour. Alors, nous aurons également au téléphone Laurence Bézaguet qui est de la Tribune de Genève. Elle nous parlera de l'actualité sociale de son journal. Mais nous, on va débuter tout de suite avec la une de la semaine et c'est celle du Messager qui nous parle du tunnel historique, vous le savez, entre la Suisse et la France. La connexion a eu lieu aujourd'hui, ce vendredi, après le tunnel du Mont-Blanc, le tunnel sous la Manche. Suisse et Français se rejoignent également par un tunnel. Un gain de temps pour les frontaliers de 20 minutes entre Cornavin et Annemasse, avec un trafic plus fluide. En tout, ce sont presque 4 millions d'utilisateurs qui se serviront du CEVA. La mise en service devrait, elle, débuter en 2019. Mais place tout de suite à l'actu connectée avec vous, Olivia Boisson. Vous avez sélectionné le meilleur de la twittosphère. Et on débute donc cette actu connectée avec un dossier dont on parle beaucoup, c'est celui du bouquetin du Bargy, Olivia. Effectivement, Pauline, donc on a un tweet de Bernard Accoyer, qui est maire d'Anne-Sylvieux et qui est député des Républicains. Il appelle à la raison les associations qui s'opposent à l'abattage massif des bouquetins du Bargy qui sont atteints de la brucellose. Donc c'est une maladie, il faudrait les abattre, selon lui, totalement pour en réinsérer des sains. Donc, aux dernières nouvelles, l'Élysée aurait autorisé l'abattage massif, justement. C'est donc un dossier à suivre. Et puis, on traverse la frontière. Nos amis suisses, eux, ont pris la direction de la Colombie. Alors oui, on a un article très intéressant de la Tribune de Genève, justement, qui nous apprend que la Suisse va aider au déminage en Colombie. Donc, c'est un centre financé en Suisse qui contribue à l'effort pour changer, je cite, une arme de guerre en arme de paix. Alors, dernier sujet que vous avez retenu, c'est le sujet des migrants qui continuent à faire polémique, même sur Twitter. Oui, avec un tweet de Laurent Wauquiez, qui est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui fait partie des Républicains. Il a tweeté cette semaine, je cite, « Le gouvernement a laissé pourrir la situation à Calais ». Laurent Wauquiez, comme on le sait, refuse l'arrivée des migrants dans sa région et il appelle les maires à en faire de même dans leur ville. Sauf que dans la Drôme, une cinquantaine de migrants sont en train d'arriver. Donc, on attend sa réaction qui, je pense, arrivera prochainement. Très bien, c'est également un dossier à suivre. Merci Olivia. Tout de suite, place au top 3. Donc Pauline, premier article de ce top 3, Savoie Technolac au Bourget-du-Lac, voit plus grand. Exactement, c'est nos confrères de l'Écho des Pays de Savoie qui ont tout un dossier sur Savoie Technopole. Il fête cette année son 30e anniversaire et donc le Technopole s'agrandit. Il date de 1987, il va multiplier sa surface de 2,5, c'est-à-dire que désormais il y aura 400 000 mètres carrés, je vous laisse imaginer la grandeur de ce futur pôle. Ça va également doubler la population sans appeler plus d'énergie, c'est ça aussi qui est intéressant, avec 50 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Les aménagements devraient débuter début 2018. Ensuite, on passe à la loi montagne qui visiblement serait un projet mal embarqué pour l'environnement. Exactement, c'est nos confrères de montagnemagazine.com qui nous en parlent. La loi montagne va être débattue cet automne, vous le savez. Elle va être réactualisée puisqu'elle date de 1985. Il y a quelques semaines, le Conseil d'État a déploré, je cite, un défaut d'organisation du travail gouvernemental. Il y a également l'histoire des transferts des offices du tourisme vers les intercommunalités. Le projet présente également un moyen de lutter contre la prédation des troupeaux. Les associations de protection, elles, se plaignent de cet amendement. Les débats seront donc très houleux et à suivre surtout tout cet automne. Et pour finir, donc focus sur les étudiants de l'IUT d'Annecy qui battent des records au Nevada. Exactement, c'était du 12 au 17 septembre dernier donc aux États-Unis. Ça s'appelle la Battle Mountain. C'est une compétition d'amateurs de sport et de technologie. Et ils ont battu un record de vitesse avec la petite soucoupe que vous avez vue. Leur record, c'est 127,65 km/h, ce qui est déjà pas mal. Et puis à noter qu'ils ont reçu 3 distinctions, dont le titre de champion du monde universitaire. Pas mal donc. Pas mal. Merci Pauline. Maintenant, place au focus de la semaine avec Laurence Bézaguet de la Tribune de Genève. Aujourd'hui, focus donc sur la Tribune de Genève. Avec nous, Laurence Bézaguet. Bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes la coprésidente de la Société des rédacteurs et du personnel de la Tribune de Genève. Avec vous, on va parler des problèmes que vous rencontrez en ce moment dans votre média. Il y a le groupe Tamedia qui a annoncé dès 2017 un plan économique chez 24 heures et la Tribune de Genève. Concrètement, ce plan économique, quel est-il ? Dis donc, si je pouvais seulement vous le dire, j'en serais ravie. Comme vous le savez, des annonces ont été faites concernant justement un plan à venir. On devra en savoir nettement plus maintenant du concret en début de semaine prochaine. On vient de recevoir, là je sors d'une réunion justement avec mes collègues de 24 heures. On était à Lausanne et des syndicats et on a appris que normalement c'est mardi que tomberait concrètement l'annonce du plan. On saura plus donc sur le nombre de personnes qui pourraient être licenciées parce qu'à ce stade, c'est une annonce. On sait que les 2 titres vont devoir visiblement faire face à des pertes de 2 millions. Donc, vous voyez ce que ça veut dire 2 millions. Maintenant, des pertes, est-ce que ça veut dire que c'est simplement la casse humaine qui trouve des solutions ou est-ce qu'on peut encore envisager d'autres options? À ce stade-là, on n'en fait pas beaucoup plus, mais c'est vrai qu'on redoute beaucoup d'abord pour le personnel en tant que tel, et en plus, d'une manière plus générale, et ça intéresse le grand public, de ne plus avoir désormais les moyens d'assumer notre mission d'information. Alors justement, qu'est-ce que vous craignez? C'est surtout les licenciements? Vous voyez, 2 millions de pertes en tant que tel, donc on a déjà beaucoup serré tout azimut, on a fait beaucoup d'efforts. On travaille déjà dans des conditions qui deviennent difficiles. On a toujours plus de charges. Vous êtes journaliste, vous voyez à quoi je fais allusion. Avant, à l'époque, on rédigeait notre article en fin de journée et puis c'était la mission principale des journalistes de presse et l'article paraissait le lendemain. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en lien direct avec l'Internet et que tout au fil de la journée, on alimente les sites, les journalistes de presse écrite aussi. Et on rédige notre journal en fin de journée. Donc les conditions ont beaucoup changé et on estime être déjà actuellement à la limite du possible. Donc c'est vrai que cette annonce fait plutôt peur et on craint, comme je vous l'ai dit, d'abord pour les personnes, évidemment, qui vont être licenciées, mais aussi pour toutes celles qui restent parce que finalement, on est, à notre avis, vraiment à la limite de l'exercice. Et comme je vous l'ai dit, on soucie aussi de ne plus pouvoir répondre à notre mission. On sait que la presse, justement, pour le moment, est-ce que ça joue sur votre quotidien pour écrire? Qu'est-ce que ça change concrètement? Vous avez plus d'articles à écrire? Comment ça se passe? Est-ce que ça joue vraiment sur la qualité aussi de vos articles finalement? Comme je vous le dis, on se sent déjà vraiment serré aujourd'hui. Donc c'est évident comme je vous le dis, on se sent à la limite de l'exercice. On a été prêt, on a répondu un peu à toutes les attentes. On a fait beaucoup d'efforts, je vous le dis, ces dernières années. Et aujourd'hui, on est inquiet parce qu'on sent qu'on arrive à un point de non-retour et on a surtout peur de partir dans une sorte de fuite en avant où, on le sait, enfin vous le savez aussi, c'est bien d'en parler et d'informer le grand public aussi. La presse était pendant longtemps alimentée par ses lecteurs, avoir beaucoup de lecteurs, ce qui a tiré de la publicité. On a perdu en grande partie cette publicité. Il y a une vraie crise publicitaire. Encore une fois, la pub, elle existe aussi dans nos journaux. Elle a été un petit peu transférée sur le site internet, mais vers d'autres des secteurs de petites annonces. Donc on a un peu transféré nos gains qu'on avait, nos bénéfices qu'on avait par le biais de la presse vers des entités qui sont autonomes et actives sur Internet, comme le secteur par exemple des petites annonces. Et ce secteur annonçait autrefois une grande partie des revenus des journaux. Donc désormais privé de ses rentrées financières, on se demande comment on peut être rentable. Ça paraît effectivement compliqué. Olivia a une question pour vous. Oui, alors une question, est-ce que vous avez quand même confiance en l'avenir? On a confiance en l'avenir parce qu'aujourd'hui, on estime qu'on arrive justement à ce point de non-retour. On va tout donner. On va beaucoup se bagarrer parce qu'on croit aux vertus de l'information. Je vous l'ai dit, c'est un des atouts pour se défendre. Et il faudra qu'on le fasse passer auprès, bien sûr, de nos dirigeants, mais aussi auprès du grand public. Quand même, on défend un vecteur essentiel, on va dire, de défense de la démocratie. Donc ça touche tout le monde. Personne n'a vraiment intérêt à négliger cette information et à avoir des titres comme la Tribune de Genève ou 24 heures. Si ça se poursuit comme ça, il n'y a aucune raison qu'on devienne des sortes de coquilles vides, parce que voilà, des démantèlements. S'il y a vraiment une grosse
vague de licenciements. On ne pourra pas continuer à faire un journal comme on le fait aujourd'hui. Donc on envisage, on parle déjà de réduction du nombre de pages. Donc ça veut dire qu'on va vraiment affaiblir notre offre. Et nous, c'est pour ça qu'on se bat. C'est qu'on a vraiment envie, et on pense que c'est le moment maintenant de donner toutes les forces dans la bataille pour non seulement sauver la casse humaine qui s'annonce redoutable, mais aussi pour réussir à conserver un outil digne de ce nom qui nous permette de faire notre métier. Donc on réclame un vrai projet éditorial qui soit au centre d'une refonte ambitieuse des journaux régionaux, qui soit capable de relancer les ventes et aussi d'apporter donc des revenus additionnels. Et c'est pas tout d'un coup en nous demandant maintenant d'être rentable et simplement de couper dans les effectifs qu'on va aller mieux demain. Si on part dans cette option, c'est pour ça qu'on alerte et je vous remercie. Et c'est pour ça qu'on en a parlé aussi effectivement dans notre émission, parce que c'est vrai que c'est important de conserver la presse écrite. On sait que c'est effectivement compliqué chez nous en France, mais chez vous en Suisse. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On n'hésitera pas à suivre ce dossier et à vous redonner la parole si jamais les choses évoluent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Pour terminer, Olivia, on va parler de la sélection top et flop et on va débuter avec les flops et une mauvaise nouvelle malheureusement pour les sportifs savoyards. Et oui, ce sont quelques 1200 Savoyards qui ont dû être déçus car aujourd'hui aurait dû se tenir le Run and Mix, donc qui est une course nocturne de 5 km qui lie sport et musique. Le local qui contenait le matériel nécessaire à la course a brûlé. Mais que les inscrits ne s'inquiètent pas puisque une nouvelle date va être bientôt annoncée et ils seront remboursés. Donc il y aura bien un Run and Mix, il y en aura quand même un. Tout à fait. Un article marquant qui vous a marqué, c'est que le permis de conduire en Haute-Savoie est très cher. Et ça, c'est vraiment un flop. ODS Radio a mis en avant cette annonce. Effectivement, l'association UFC Que Choisir a dénoncé les tarifs exorbitants du permis en Haute-Savoie, à savoir que normalement un permis coûte 1 151 € et que par exemple à Annecy, il coûte la modique somme de 2 129 €. Une belle différence donc. Il vaut mieux prendre son vélo du coup. Et puis on parle un peu sport, mais côté devant tribunaux avec le TGFC. Oui, alors le dernier flop de la semaine, donc il est décerné aux anciens cadres de l'ETG. Nous pouvons trouver leurs mésaventures dans les pages du Messager. Donc il y avait Pascal Duprat, son fils Julien et l'ex-président du club qui s'appelle Joël Lopez, qui étaient convoqués cette semaine au tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour altération frauduleuse de la vérité et usage de faux en écriture. Donc, pas encore de verdict, mais il est attendu au 18 octobre. C'est décidément la descente aux enfers cette année pour le TGFC. On termine tout de même avec des tops et des bonnes nouvelles. Romain Flandin-Granger traverse la France pour la bonne cause. Oui, alors c'est un salonchard qui est arrivé hier à Chamonix. Il était parti de Biarritz. Et est-ce que vous savez comment il a parcouru quelques 1253 km, Pauline? Alors j'imagine de façon originale, sinon vous ne nous en parleriez pas. Oui, c'est en trottinette. Donc il a décidé de se lancer pour récolter des fonds pour le combat contre la leucémie dont il est atteint lui aussi. Donc c'est un beau geste et on peut retrouver justement, toujours dans le Messager, son périple. Très bien. Et bien on parle sport avec le Chambéry Savoie Handball, mais cette fois-ci côté parquet. Tout à fait. Alors l'équipe a publié un article concernant la victoire de Chambéry hier face à Dunkerque. 9 points d'écart. Et c'était hier et c'était la première journée de la première division, justement. Donc une saison qui débute assez bien pour nos Savoyards. Bon, on a quand même des sportifs savoyards qui fonctionnent bien. Et puis dernier, enfin pour ceux qui veulent commencer à sortir les skis et commander leur forfait, les dates des ouvertures de stations Savoie-Haute-Savoie est lancée. Oui, alors les skieurs vont être super contents parce que le site France Montagne a enfin dévoilé dans son article donc les dates d'ouverture des stations. On apprend que Tignes, par exemple, ouvrira le 1er octobre. Les Deux Alpes le 22 et plus tard Val Thorens le 26 novembre. Très bien. Eh bien, on va sortir la ski. Merci beaucoup, Olivia. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de retrouver cette émission sur notre site internet 8montblanc.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de lire la presse. À bientôt sur 8 Mont Blanc.